Merci de m'accueillir ce midi. Ça m'a fait un peu de quoi quand je suis arrivé et que j'ai vu la photo de Paul Bernard, que vous avez bien connu, que j'ai bien connu aussi. Nous étions ensemble au département de sociaux comme étudiants dans les années 60, ça ne nous rajeunit pas. On s'est perdu de vue par après, mais on s'est retrouvés vers la fin. On a travaillé ensemble dans un programme de sciences humaines appliquées. Et comme bien d'autres, j'ai regretté son départ, certainement prématuré. Comme il arrive parfois, les gens prennent leur retraite et puis flounk, ils disparaissent. Ceci dit, merci de m'avoir invité. Je vais essayer d'être bref. J'ai décidé de ne pas vous inonder de chiffres. D'abord parce que le temps ne le permet pas. Et que c'est peut-être pas ça l'essentiel du message. La seule chose que je voudrais dire sur les chiffres, c'est que par rapport à ceux auxquels faisait référence Marie-France, à savoir les données de l'OCDE et du programme PISA, il faudrait refaire les analyses en fonction du Québec et même en fonction des régions du Québec, ce qui ne se fait pas. Ce que nous avons dans les médias, c'est les données pan-canadiennes, c'est les moyennes canadiennes. Or, au Canada, il y a 13 systèmes éducatifs. Il y a des réalités totalement différentes d'une province à l'autre, ne serait-ce que par rapport à mon propos, l'importance relative de l'enseignement privé, qui est une variable importante dans ce que je vais raconter. Mais à ma connaissance, il y a peu d'analyses qui se font et il faudrait les faire, j'allais dire, du début du programme PISA jusqu'à aujourd'hui, de regarder ça de manière évolutive. Bon, dans le petit résumé, j'emploie le terme fragmentation du système scolaire ou d'école à plusieurs vitesses. Et même dans un certain nombre de textes, j'ai employé les mots ségrégation scolaire. Bon. C'est des mots forts que les sociologues utilisent assez fréquemment, sans vraiment se poser de questions sur le caractère chargé de ces termes-là. Et je m'aperçois en rencontrant des gens que ces termes-là, dans certains cas, provoquent des réactions. Fragmenter veut dire que quelque chose se brise, se défait, alors que parfois, je me dis que ce serait plus neutre si je parlais de différenciation. Mais c'est la même réalité, c'est l'idée qu'une totalité se divise en morceaux distincts. Le mot ségrégation fait peur en Amérique du Nord parce que dans l'esprit de tout le monde, la ségrégation, ça renvoie à ségrégation raciale. Mais dans le jargon des sociologues, la ségrégation, c'est simplement la partition de population, soit géographiquement, soit autrement. J'ai dit ségrégation, je n'ai pas dit ghetto. Bon. Alors, je ne retire pas mes mots, même si je sais que si ça vous embête, utilisez, traduisez par fragmentation, par différenciation, et puis ségrégation par division. Bon. On m'a demandé de parler de l'équité ou de l'égalité des chances. Quelques petites remarques introductives avant de rentrer dans le débat. Le concept d'égalité a beaucoup évolué dans le temps. Il a différentes dimensions. En éducation, on a beaucoup parlé de d'égalité d'accès, la gratuité scolaire, la provision par l'État d'un réseau d'établissements à travers tout le territoire, accessible à tous les segments de la population, les jeunes comme les adultes, les garçons comme les filles, les pauvres comme les riches, l'égalité d'accès. C'est une dimension, c'est celle qui est la plus connue, la plus répandue. Il y a quelque chose qui s'appelle l'égalité de traitement. C'est qu'une fois qu'on est dans l'école, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'on a une éducation de qualité comparable ou s'il y a des différenciations internes qui font que, ma foi, l'expérience éducative varie beaucoup d'un établissement à l'autre, d'un programme à l'autre, etc. Et où l'égalité de traitement aussi peut se traduire en termes d'équité. Dans quelle mesure, puisque les jeunes comme les adultes arrivent à l'école, ils ne sont pas tous égaux, ils ont des besoins, des qualités, des caractéristiques différentes, dans quelle mesure on est capable de donner à chacun son dû. Hein? L'équité se définit comme la capacité par un système donné, de donner à chacun son dû.
Ça aussi, ça rentre dans l'égalité de traitement ou dans l'équité. Ça donne souvent lieu à des politiques justement inégalitaires. Parce que le dû de Marie-France n'est pas celui de Camille ou d'autres personnes. Bon, ou d'autres groupes sociaux. C'est aussi, en termes de réussite, c'est 4 marches. Hein? L'accès, le traitement ou l'équité de traitement, la réussite, et puis l'insertion socio-professionnelle. Bon. Et je vais jouer un peu sur ces 4-là pendant le petit exposé que je vais faire. Ne serait-ce que pour montrer que parfois, quand on avance, quand on monte les marches, parfois on trébuche, on redescend, ou que ce qu'on pensait était acquis se fait grignoter. On fait peut-être des progrès dans l'égalité de la réussite, mais on en perd un peu dans l'égalité d'accès parce que, pour un certain nombre de raisons que je vais mentionner, il y a des acquis qui se grignotent ou qui disparaissent tranquillement. Bon. La thèse que je voudrais soutenir, c'est que d'une certaine manière, et je vais me centrer surtout sur le préscolaire, le primaire et le secondaire. Le post-secondaire, ça serait une toute autre question, c'est de tout autres enjeux, même si ces questions-là se posent aussi à cet ordre-là. La thèse que je voudrais soutenir, c'est que notre système d'éducation primaire, secondaire, évolue, c'est paradoxal de dire ça comme ça, mais vers un modèle de démocratisation ségrégative. Ou dit autrement, à peu près tout le monde va trouver son compte au primaire, secondaire, d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne sera pas la même expérience. Ça ne sera pas la même qualité. Et ça n'a pas le même effet et les mêmes conséquences au post-secondaire et dans la vie future. Dit autrement, les écoles ne se valent plus. La qualité n'est plus identique d'une école à l'autre. Ça se sait. Ça se chiffre dans les palmarès. Ça se magasine. Et en bout de piste, ça fait en sorte que, je le montrerai par un seul tableau, non pas de suite, ça a des conséquences donc sur le plan, c'est ce que les sociologues appellent la démocratisation ségrégative. Alors oui, vous allez finir par avoir un diplôme d'école secondaire, vous allez finir par faire la scolarité obligatoire, mais diable que c'est pas la même chose suivant que vous l'aurez fait à tel ou tel endroit, dans tel ou tel programme. Et vous et moi, on le sait. Mais les parents le savent. Je vais revenir là-dessus. C'est la thèse que je voudrais soutenir. Si j'avais beaucoup de temps, j'aborderais ça pas seulement sous l'angle socio-économique, c'est quand même la grande variable qui joue sur le plan d'égalité, les inégalités socio-économiques, mais je l'aborderais aussi sous l'angle de l'immigration, de l'origine ethnoculturelle. C'est un grand facteur important dans la discussion de l'égalité des chances. Je l'aborderais aussi sous la question du genre, garçon-fille. Et si j'avais le temps, et si vous me posez une question, je vous dirai ce que je pense de la crise des garçons. Et puis, on pourrait l'aborder aussi sous l'angle des EH-DAA, des élèves en difficulté d'adaptation, des élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. C'est les 4 grands facteurs structurants ou qui structurent la discussion sur l'égalité des chances, étant entendu que, à mes yeux, la plus importante demeure, la plus déterminante demeure la dimension socio-économique, et d'autant plus qu'elle interagit avec les 3 autres. Okay? Qu'elle interagit avec les 3 autres. Bon. Je l'ai dit, je ne veux pas vous mitrailler de chiffres, alors je vais faire un état des lieux assez rapide pour placer certaines choses, et puis je vais vous soumettre pour discussion quelques facteurs explicatifs, et puis si j'ai le temps, si j'étais ministre, qu'est-ce que je ferais? Quelques éléments de politique publique qu'on pourrait soulever. Bon. Alors, en termes de diagnostic, faisons comme si j'étais un jeune père de famille et puis que je venais d'avoir 1 ou 2 enfants. Essayons de voir le parcours des enfants et qu'est-ce qui leur arrive en termes d'égalité des chances. Dans la plupart des cas, s'opposera assez rapidement la question des services à la petite enfance. Est-ce
Est-ce qu'une fois le congé parental terminé, est-ce que je retourne sur le marché du travail? Est-ce que ma femme y retourne? Bon, est-ce que à partir de X mois ou X années, est-ce qu'il y a des services à la petite enfance et que je vais en profiter? Bon. Les chiffres que j'ai trouvés sur l'Observatoire des tout-petits indiquaient qu'à peu près 57% des enfants en 2014, de moins de 4 ans, étaient dans un service de garde pour les enfants. Ce 100%-là, si vous voulez, là, ce 57%-là se répartissait en 32% en CPE, 16% en garderie subventionnée, 22% non subventionnés et 31% en milieux familiaux. Les enfants aussi, il y a un certain nombre de maternelles 4 ans en milieu défavorisé, à demi-temps ou à temps plein, mais ça ne fait que démarrer, ça ne touche pas des pourcentages élevés pour le moment. On sait, la recherche a documenté que ces services-là ne sont pas d'égale qualité. Ils existent, ils sont payants, en partie, là. Mais ils ne sont pas d'égale qualité. La recherche est assez claire là-dessus. C'est d'autant plus choquant qu'on sait ce qui fait la qualité de ces services-là. C'est le ratio adulte-enfant, c'est la formation de la ou des éducatrices, c'est le programme éducatif de qualité, et puis c'est un aménagement physique d'un local qui permet aux enfants de déployer leur ingéniosité et leur socialité. Ces 4 facteurs-là devant normalement générer une qualité des interactions entre adultes et enfants et entre enfants importante. Il y a déjà là un facteur qu'on peut dire d'inégalité, dans le sens que tout le monde n'a pas accès à des services de petite enfance d'une égale qualité. Et puis, récemment, j'en parlais tout à l'heure avec Camille, le gouvernement libéral a clairement adopté une stratégie, non pas de valorisation du modèle que l'on sait être celui qui génère la meilleure qualité, les CPE, mais il a dans un modèle qu'on pourrait qualifier d'économique néolibéral, valoriser la diversification de l'offre. C'est clair qu'il a fait ça. À la fois pour des raisons où il y avait de l'argent à Ottawa à aller chercher en termes d'impôts, de crédits d'impôt, mais aussi pour une raison que je qualifierais clairement idéologique. Il n'était pas question d'avoir des services de petite enfance, en guillemets, étatisés. Même si à toute fin pratique, ce n'est pas tout à fait un modèle étatisé. Bon. Votre enfant rentre à l'école, après les services à la petite enfance, il s'en va au primaire. Dans la majorité des cas, il va aller dans une école primaire de quartier. Il y a à peine 5% des enfants qui sont au privé au primaire. Et le primaire privé est souvent associé à une école secondaire privée. Les entrepreneurs du privé au secondaire essaient de s'attacher à 1 ou 2 établissements primaires comme bassin de recrutement d'une certaine manière. On s'aperçoit dans les chiffres qu'il y a de plus en plus de mariages, si vous voulez, ou de jumelage primaire, secondaire ou privé. Bon. Mais c'est mineur, c'est comme si dans la mentalité des Québécois, au primaire, les enfants vont à l'école de quartier pour partir leur cursus scolaire et pour socialiser et rester près de la maison. Bon. Il se développe tranquillement, notamment en milieu urbain, un certain nombre de projets d'écoles primaires, en guillemets, particuliers. Ça dépend des commissions scolaires, mais ça commence à se faire. Nettement moins qu'au secondaire, mais ça se fait au primaire. Soit des écoles où dès la maternelle 5 ans, vous passez des examens pour savoir si vous êtes doué ou pas. Okay. Soit qu'en cours du primaire, dès la 2e ou la 3e année, on va vous offrir un programme sport ou un programme musique. Mon petit-fils m'a donné un programme de musique depuis 4 ans. Il adore ça, c'est certain. Mais ce n'est pas tous les enfants qui peuvent faire ça parce qu'il fait 9 heures de musique par semaine. Le cursus du primaire, là, c'est 25 heures d'enseignement. Okay? Le projet musical de son école, c'est 9 heures de musique par semaine, ce qui veut dire qu'il faut qu'il fasse tout le reste en 16 heures. Ce qui veut dire qu'ou bien il y a des parents qui vont l'encadrer le soir parce qu'il va avoir un surplus de travail à faire, ou bien il est motivé, doué, etc., etc. Bon, c'est pas vraiment de la sélection,
Mais c'est de l'écrémage. C'est évident. Bon. Ceci dit, comme tous les parents, j'ai mes ambivalences par rapport à des phénomènes comme ça. Mais c'est certain que du moment où il a commencé, en 3e année, ce programme-là, il s'est retrouvé dans des groupes classes d'élèves motivés, pas de HDA, pas de troubles de comportement, 2/3 de filles. Pour faire des stéréotypes, là, mais des filles surtout. Et puis, depuis ce temps-là, tout va bien. Bon. Donc, ce que je vais vous parler pour le secondaire commence à se passer un petit peu au primaire. Bon. À la fin du primaire, notamment vers la 5e année, les parents se soucient beaucoup de ce qui va arriver au secondaire. À la fois parce qu'il y a des établissements privés qui sont sélectifs et puis qui font passer des tests de classement, disent-ils, pour les élèves, mais aussi parce que les écoles publiques, de plus en plus, les commissions scolaires offrent des programmes, un menu à la carte, en quelque sorte, pour les élèves. Et donc, les bulletins de la fin de la 5e année deviennent importants, et puis le premier trimestre de la 6e année deviennent aussi importants. Vous avez peut-être vécu ça comme parents, ou vos enfants l'ont vécu. Il y a quelque chose d'important qui se passe à ce moment-là, et qui renforce, et c'est une chose sur laquelle je vais insister, qui renforce l'idée dans l'ensemble de la population, et notamment des populations de classe moyenne, que toutes les écoles secondaires ne se valent pas, que tous les programmes publics et privés ne se valent pas, qu'il faut se renseigner, et qu'un bon parent trouve le bon arrimage entre les besoins et désirs de son enfant et puis le menu scolaire. OK? Bon. Alors, vous allez peut-être choisir une école publique ou une école privée, un programme particulier ou pas. Ça dépendra d'un certain nombre de facteurs. Mais le privé au secondaire, j'ai dit qu'au primaire c'était 5%, au secondaire, la moyenne québécoise, c'est à peu près 20 quelques pourcents, 22, 23. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Ça reste un système majoritairement public, mais il y a des fluctuations énormes d'une région à l'autre à cet égard-là. En Abitibi ou en Gaspésie, cherchez-la à l'école privée. Il y en a bas. Okay? Alors, c'est 100% à l'école secondaire publique, qui, soit dit en passant, est probablement très équitable sur le plan socio-économique et socio-culturel, qui facilite un brassage social ou même une mixité des capacités, parce que c'est la seule école publique qu'il y a. OK? Bon. Mais dans les grandes régions urbaines, où il y a une masse critique, l'enseignement privé est très développé. Il dépasse de beaucoup le 22 ou le 23%. À Montréal, c'est au-dessus du tiers. Et ça varie d'une commission scolaire à l'autre. La commission scolaire Marguerite-Bourgeois dépasse le 35% et peut-être proche du 40% de sa population d'élèves du secondaire qui sont au privé. La CSDM, c'est la même chose. On s'en va vers le 40%. Que l'on a atteint à Québec. La commission scolaire des découvreurs, qui est Sillery et Sainte-Foy, est rendue à 42% au privé. On n'en est plus là à un petit aiguillon du privé qui taquine l'enseignement public pour qu'il bouge un peu, là. C'est le raisonnement des économistes. Ça prend un petit peu de concurrence. Et puis, il y a des économistes très quantitatifs aux États-Unis qui font des études là-dessus puis qui vous disent que dans telle région, si on a tant de pourcentage d'élèves au privé, la réussite au public augmente de tant. Bon. Mais aux États-Unis, ça ne dépasse jamais 5 ou 6%, là, parce que c'est un enseignement privé véritablement privé, très coûteux et franchement inaccessible au commun des mortels. Mais ici, lorsqu'on est rendu à 35, 40, 42% d'une population du secondaire qui s'en va au privé, qui est socio-économiquement favorisé, les chiffres sont très clairs là-dessus, là, le niveau de revenu des parents de l'enseignement privé dépasse les 100 000 $.
C'est le double de la moyenne des revenus des familles du public. Et puis aussi, ça aussi c'est important, le capital culturel. Le niveau de scolarité des parents est beaucoup plus élevé que dans bien des écoles publiques. Cela joue dans la dynamique. Alors, c'est quand même une masse importante. Juste dire deux choses avant que je continue. Dans les années 60, lorsqu'on a fait la réforme scolaire, c'est la seule décennie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale où l'enseignement privé a diminué, à la fois en termes de nombre d'institutions et puis de pourcentage de la population, c'est les années 60, en partie parce que les communautés religieuses se retiraient de l'enseignement ou se concentraient sur le niveau collégial. Ils ont quitté le primaire et le secondaire et le public s'est développé. Bon. Les statistiques montrent que dès 1970, ça ne fait pas longtemps là, que la révolution tranquille en éducation est faite, dès 1970, la croissance de l'enseignement privé reprend. Et malgré les moratoires des uns et des autres, malgré un nombre à peu près stable d'institutions, l'enseignement privé continue à croître, et notamment, comme je le disais, dans les centres urbains. Les révolutionnaires tranquilles donnaient deux raisons pour avoir un enseignement privé. Une raison de respect des croyances religieuses. L'Église y tenait à avoir une présence en éducation. Et puis l'autre raison, c'est la complémentarité. Quand vous regardez le rapport parent, on parle d'une complémentarité possible entre le privé et le public. On n'a jamais vraiment défini ce que ça voulait dire, la complémentarité, ni conceptuellement, ni législativement ou réglementairement. De telle sorte que, tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que les décennies passent, la complémentarité s'est muée en concurrence, en véritable concurrence. La dimension religieuse est complètement disparue et on peut dire que ce qui était un fondement confessionnel s'est mué, moi j'appelle ça en entrepreneuriat socio-éducatif. Ceux qui partent et qui développent des écoles privées tiennent un discours à peu près ceci, là. On l'entend souvent. L'État-providence a mis en place des appareils administratifs très lourds. Le ministère de l'Éducation, c'est un monstre. Les commissions scolaires, c'est des bureaucraties infernales. Ça coûte très cher, c'est inefficace, ça ne bouge pas. On n'arrive pas à insuffler de l'innovation. Si on veut que ça bouge et qu'il y ait de l'innovation, on va faire ça dans le privé. C'est comme ça maintenant que l'enseignement privé se justifie. Il sera innovateur sur le plan du numérique. La Fédération de l'enseignement privé, les permanents qui sont là, si vous les faites venir, ils vont tenir un discours très centré sur l'innovation. Ça m'apparaît parfaitement légitime, mais je veux juste dire que c'est très différent de ce qu'on a connu quand vous et moi étions jeunes ou au début de la vie adulte. Dans ce sens-là, le privé a changé. Il est tout à fait dans l'ère du temps, dans ce que j'appelle l'esprit entrepreneurial socio-éducatif. OK? Bon. Et ça rejoint un certain nombre de parents qui sont sensibles à ce discours-là. Bon, pour faire face à cette concurrence-là, dans mon discours, là, le moteur, c'est vraiment la concurrence. Je ne peux pas le nier, c'est vraiment ça. Pour faire face à la concurrence, qui donc se développe 70, 80, 90, 2000, l'enseignement public, les commissions scolaires, qui n'étaient pas folles, qui voyaient bien qu'ils étaient en train de perdre du terrain, ont demandé au ministère
des marges de manœuvre. Ont demandé l'autorisation, on appelait ça à l'époque des dérogations au régime pédagogique, pour mettre en place des programmes de nature à retenir les élèves qu'ils constataient qu'ils étaient en train de perdre au privé. Ils ont justifié ça en disant que c'est des trucs pour motiver les jeunes. Ce qui est vrai. Et ils en ont fait beaucoup. Ils en ont fait beaucoup. Ça a commencé par des dérogations au règlement pédagogique qu'autorisait le ministère. Tranquillement, pas vite, ça aboutit à des marges de manœuvre dans le temps d'enseignement qu'on pouvait utiliser au niveau de l'école. Et puis, ça aboutit à des décisions que prenne un conseil d'établissement. Par exemple, si vous voulez un programme intensif d'anglais à la fin du primaire, c'est le conseil d'établissement qui décide ça. Même pas besoin de demander au ministre. Si l'équipe enseignante est d'accord, si le conseil d'établissement le veut, ça va se faire, ça va se mettre en place. Bon. Et on a donc développé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les programmes d'éducation internationale. Ils sont au public. Beaucoup plus qu'au privé, ces programmes-là. Des programmes de sport-études, des programmes d'art-études, et ainsi de suite. On est incapable d'avoir un portrait d'ensemble. En partie parce que la concurrence entre les commissions scolaires et entre les établissements fait que vous n'avez pas accès à ces informations-là, au moins que vous ayez du temps pour aller sur les sites Internet de toutes les commissions scolaires, et puis au moins d'avoir le nom des programmes, mais vous ne saurez pas combien d'élèves sont dedans, s'ils sont sélectifs ou pas, ou quoi que ce soit. Il y a un enjeu de connaissance réel sur ces phénomènes-là. Et je suis obligé de dire, ce que je vous dis là, c'est un peu hypothétique. Je soupçonne que ça a des effets inégalitaires, que ça n'a pas beaucoup d'effets dans la lutte au décrochage, parce que c'est pas à Sillery le problème du décrochage, c'est pas à Ville-Saint-Laurent non plus. Les projets particuliers se développent au secondaire dans les milieux de classe moyenne et classes moyennes favorisées. Plus souvent qu'autrement. Okay? Plus souvent qu'autrement. Les chiffres que nous avions pu trouver au Conseil supérieur allaient dans ce sens-là. Mais je demande à voir. Je demande à voir que l'on puisse en trouver ailleurs. Cet été, j'ai rencontré les présidents de la Fédération des commissions scolaires et puis je leur ai parlé de ça. Puis je leur ai dit, écoutez, êtes-vous capable de me prouver le contraire de ce que je disais? Êtes-vous capable de me dire que vous n'êtes pas sélectif dans vos projets? Il n'était pas capable de me le dire. Là. Il était un peu embarrassé. D'autant plus que je leur envoyais l'idée, pourquoi diable voulez-vous qu'on élimine le privé si vous faites comme eux? Si vous êtes aussi sélectif puis aussi différenciant les populations scolaires que le privé, pourquoi diable voulez-vous qu'on élimine le privé? Bon, il y a un problème réel, il y a une contradiction possible réelle. Je vais rendre même ça un petit peu plus compliqué tout à l'heure. Mais c'est une réalité, ça. OK? Qui s'est développé dans le réseau public et qui semble là pour rester. Les palmarès documentent ça en classant les établissements. Et l'ensemble des parents ont compris que c'était la nouvelle réalité et que nous sommes dans un quasi-marché scolaire. Un quasi-marché scolaire, public et privé. Et qu'en ce sens-là, on fonctionne de plus en plus avec l'idée que l'éducation, c'est un bien privé. C'est le lieu de stratégie familiale pour le parcours scolaire de nos enfants, d'abord et avant tout. C'est parfaitement légitime, on se comprend là. Mais c'est ça qui prend toute la place, d'une certaine manière, au détriment de toute autre considération. Bon. Pendant ce temps-là, le réseau public, pour la portion qui n'est pas
en concurrence, et qui n'est pas dans les projets particuliers, a été l'objet de politiques parfaitement légitimes, comme la politique d'intégration des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, comme l'accueil des élèves issus de l'immigration et leur francisation, les classes d'accueil, etc., qui ont à la fois fonctionné en partie, mais aussi créé toutes sortes de problèmes. J'ai deux choses à vous montrer. Ça vient de PISA. OK. Le PISA de 2014. Les données pour cela à la fin du primaire vous donneraient des écarts entre le plus bas et le plus haut, des écarts de 5 %. OK. À la fin du primaire, sur les tests que nous avons du ministère. Au secondaire, ça donne ça. Okay. C'est comme si on multipliait par 3, en général, les écarts de performance sur les tests PISA, en français, en anglais, en physique, en mathématiques, les deux mathématiques, là. Et c'est des écarts significatifs. Okay. C'est ce qui nous faisait dire au Conseil, avec l'autre tableau que je vais vous montrer, oui, tu peux le montrer, qu'on a vraiment un système à 3 vitesses. Okay. Ça, c'est des données longitudinales d'une étude faite par Christian Marois et Pierre Cabanzi, où on regarde le parcours scolaire après le secondaire, l'accès au post-secondaire et à l'université, suivant qu'on aura été au privé, au public enrichi et au régulier. Okay? Le régulier, c'est les autres, là. Okay? Ça, ici, la différence indique l'effet structurel net. Les deux autres modèles, on ne tient pas compte de l'origine socio-économique, de l'éducation des parents, etc. Au fur et à mesure qu'on élimine ces facteurs-là, on s'aperçoit que le fait d'être au privé augmente de 20 % vos chances d'aller à l'université, et le fait d'être dans un public enrichi ou programme particulier augmente de 13 %. Ça me dit, c'est pas beaucoup, mais quand ça s'additionne au reste, ça commence à faire des chiffres significatifs. C'est ce qui faisait dire au Conseil qu'on a un système à 2 ou 3 vitesses. Bon. Avec lequel on vit. Bon. Il y a donc... OK. Il y a quelque chose qui renvoie à des inégalités sociales. Il y a quelque chose qui renvoie aussi à une évolution des classes moyennes. J'ai essayé de trouver des études sur le rapport des parents à l'école. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'école? Et pourquoi ils choisissent telle école versus telle autre? Je sais qu'il y a une thèse de doctorat qui est en train de se faire à l'Université de Montréal, mais elle n'est pas complétée, donc je ne peux pas en parler. Mais j'ai trouvé des données françaises qui peuvent être intéressantes et transposables. C'est une sociologue qui s'appelle Agnès Van Zanten qui a interviewé des parents de classe moyenne et de classe moyenne supérieure pour savoir comment ils géraient le destin scolaire de leur enfant. Et elle a identifié quelque chose qu'elle appelle des visées individuelles ou familiales puis des idéaux collectifs. Vous me voyez venir, là? Un dilemme, complication. Et ça, je vais en parler parce que ça complique les choses. Les parents lui ont dit, en général, il y a 3 raisons pour lesquelles on choisit tel établissement ou on se renseigne. Okay? On veut que nos enfants, notamment à partir du secondaire, aient une formation académique solide, une culture générale solide. Un appétit pour connaître parce qu'ils vont avoir à étudier longtemps. Si on est pour étudier tout au long de la vie, tout aussi bien de s'assurer que ce ne soit pas un pensum
ou une épreuve, bref, qu'on en tire, à la fois qu'on soit outillé intellectuellement, mais qu'on soit aussi en appétit. Okay? Une culture générale, en guillemets réflexive. Okay? On veut que l'école les prépare à la vie. Okay? Les préparer à la vie, là, ça veut dire leur donner une méthode de travail. Okay? Les rendre numériquement alphabétisés, capables de travailler en équipe, capables de gérer l'échec ou la difficulté quand il y en a sur le plan des apprentissages, capables de gérer aussi la compétition, okay? Puis le classement. Apprendre la vie dans ces aspects-là, que l'école fasse cela. Okay? Il ne demandait pas, là, je veux qu'à la fin du collège ou du lycée, ils aient une compétence monnayable sur le marché du travail. C'est préparé à la vie dans un sens assez large, au sens où je viens d'indiquer là, des dispositions pour vivre dans le monde dans lequel on vit. La troisième chose sur laquelle ils insistaient, c'est j'aimerais ça que mes enfants à l'école soient relativement heureux, que ce soit une expérience positive, qu'ils ne sortent pas de l'école avec l'estime de soi d'un talon, qu'ils n'aient pas le sentiment qu'ils sont bons à rien, ou dit autrement, aussi sur un autre aspect, qu'ils ne soient pas harcelés. Bon, okay, que ce soit une expérience positive et que les enseignants traitent mes enfants de manière bienveillante et personnalisée. Les trois affaires. Hein? Culture générale, formation culturelle, si vous voulez, préparation à la vie, puis développement de la personnalité, etc. Bon. Bien sûr, dans n'importe quel échantillon, vous allez avoir des gens qui pondèrent ça différemment. Mais je pense que la majorité des parents de classe moyenne, c'est ça qu'on a étudié, là, puis je trouve que je suis transposable au Québec, ces trois dimensions-là sont importantes. Okay? Puis ils vont les pondérer en fonction de leur propre parcours, leurs propres orientations, leurs propres valeurs. Ils vont les pondérer différemment, puis ça peut aussi en fonction des moments du cheminement de l'enfant. Bon. Les parents français sont aussi sur le plan, lorsqu'on leur demande à quoi ça sert l'école publique, ils vont vous dire, oui, c'est un lieu important pour la construction de la citoyenneté républicaine, et puis le brassage social, qu'on apprenne à vivre ensemble, quels que soient nos milieux, nos orientations, nos religions, peu importe, là, les facteurs qui nous différencient les uns des autres, mais que oui, l'école, c'est un endroit où on apprend à vivre ensemble, qu'on apprend à respecter nos diversités. Bon. Et oui, ils sont tous d'accord avec ça. Puis, même si c'est un univers essentiellement méritocratique, l'école, on est d'accord pour dire que puisqu'on est différent et diversifié, que certains ont besoin d'un peu plus que d'autres à l'intérieur de l'école. Bon. Agnès Van Zanten a poursuivi les entrevues. Elle a suivi les parents d'ailleurs pendant un certain temps. Ce n'était pas juste une entrevue une fois. Et puis, elle s'est aperçue que les idéaux collectifs étaient friables. Si l'expérience scolaire, si le contact avec l'établissement, si la rencontre avec certains amis de l'enfant, comment dirais-je, indiquait un écart trop grand. On va le dire comme ça, là. Un écart trop grand entre ce que l'on souhaite pour notre enfant, y compris sur le plan des relations amicales, et ce qu'on observait. Ben là, le dilemme se posait, est-ce que je le laisse dans ce collège-là ou dans ce lycée-là, qui est peut-être plus populaire, plus républicain, qui est plus conforme à mes idéaux, mais pas sûr que la qualité de la formation culturelle est au rendez-vous. Je ne suis pas sûr que les enseignants ne sont pas brûlés, puis ils ne sont pas ci pis ça. Bon. Plusieurs parents exprimaient ce dilemme-là. OK? Mais les entrevues qu'Agnès a faites indiquaient que plus souvent qu'autrement, les visées individuelles et familiales l'emportaient.
le bien de l'enfant l'emportait sur, entre guillemets, le bien collectif. Vouloir être un bon parent qui répond aux besoins de son enfant, oui, versus le bon citoyen qui accepte que l'école est un lieu de brassage collectif, brassage social. À choisir entre les deux, le bon parent va l'emporter. Bon, même si certains parents ne sont pas heureux de ça, même si certains parents ont mauvaise conscience de ça. J'ai des amis, moi, qui me disent, au moins il est au public. Ça exprime tout à fait ce dilemme-là. Au moins, il est au public. Il n'est pas au privé, mais il est au public dans un projet particulier hyper sélectif. Okay? Puis je sais que c'est comme une école privée. Okay? Il y a des projets sélectifs à Montréal. J'ai reçu un mail d'une collègue qui me disait que dans l'école où allait son fils, les élèves qui étaient dans le programme d'éducation internationale n'avaient pas le même horaire que le reste de l'école. Ils ne rentraient pas par la même porte. Ils ne mangeaient pas à la cafétéria en même temps ni au même coin. Bref, ils étaient une école dans l'école. OK? Bon. Avec un corps professoral complètement homogène, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient que là. Okay? Sans aucun effet de percolation. Les chercheurs américains disent on peut toujours accepter ce genre de truc-là, mais encore faut-il que ça ait ce qu'ils appellent un spillover effect. Est-ce que ça percole? Est-ce que ça a des effets sur le reste de l'école? Dans les manières d'enseigner, dans les manières d'enrôler les étudiants, peu importe. Mais quand tout ça est vécu comme en vase clos, complètement séparé du reste, ces choses-là n'existent pas. Il y a des données britanniques aussi qui expriment ce dilemme-là des parents de classe moyenne entre le bien de l'enfant et tel que défini par les parents. Parfaitement légitimement, là, moi je ne suis pas là pour juger ça. Et puis une orientation plus axée sur la mixité sociale, la mixité des talents et le brassage des uns et des autres. Une étude franco-ontarienne va dans le même sens, de manière encore plus significative. C'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension socio-culturelle importante. On ne choisit même plus l'école. Les franco-ontariens, une fois qu'ils ont réglé la question de la langue, là, ce qui va dans une école francophone ou une école anglophone, la question qui se pose, c'est pas de l'envoyer à telle ou telle école, c'est le programme. C'est l'arrimage entre un programme et puis les besoins et les désirs de l'enfant. C'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension socio-culturelle importante qui renvoie à la manière dont on conçoit aujourd'hui le développement des enfants, le développement de la personnalité, tout le discours sur le développement du plein potentiel de chacun, l'unicité de chacun, l'importance de se trouver une passion. C'est parfaitement légitime, là. Je ne conteste pas ça. OK? Mais c'est sûr qu'on n'est pas seulement dans un paradigme d'argent ou de capital culturel pas transmis ou de capital socio-économique ou de qualité des établissements. C'est plus compliqué que ça à avancer. Et j'avoue que c'est pas simple à clarifier. Mais c'est comme ça que de plus en plus de parents se situent. Et je crois qu'on est là-dedans pour un bout de temps. Dans ce cadre-là. En partie, j'ai trois grandes raisons là, qui expliquent ça. La première, c'est que ces évolutions-là, la construction de quasi-marchés scolaires, c'est pas vraiment le démantèlement du réseau public, c'est sa transformation de l'intérieur pour répondre à des besoins de plus en plus diversifiés, mais qui ont des conséquences sur le plan des inégalités, est en parfaite cohérence avec une évolution macro-sociale depuis une quarantaine d'années, qui est l'idée de dire qu'une certaine pensée économiciste, néolibérale, pénètre l'ensemble des champs sociaux. C'est-à-dire, il faut gérer ça dans un régime de concurrence, il faut donner des incitatifs
Il faut laisser l'autonomie, il faut rendre les gens imputables, responsables, etc. Cette logique-là génère cela, en partie. Et si elle s'applique chez General Motors, elle s'applique maintenant à l'ensemble du réseau public et parapublic. Au Québec, on a eu deux versions de celle-là. On a la version péquiste, plus centrée sur l'État. Hein? Cette logique-là s'applique par des planifications stratégiques, des indicateurs de performance, de la reddition de comptes. C'est un truc top-down, là. Les contrats de performance de M. Legault au tournant des années 2000 dans les universités, c'est cette logique-là. Ça, c'est la logique statocentrée, si vous voulez, de cette logique néolibérale-là. L'autre logique, elle est plus caquiste ou libérale, c'est le marché. On laisse la concurrence, on le laisse faire. On s'en mêle pas. On laisse faire. Et au Québec, on oscille entre les deux. Mais dans les deux cas, ça a en grande partie les mêmes conséquences qui sont celles d'accroître un certain nombre d'inéquités. Cette évolution macro-sociale-là se marie très bien avec les valeurs de classe moyenne d'aujourd'hui, qui valorisent l'individu, la liberté de choix, l'acteur rationnel sur un marché qui est capable de se débrouiller, qui n'a pas besoin de se faire dire c'est quoi son bien. Okay? Ça se marie très bien ensemble, ces deux trucs-là, et ça se supporte mutuellement. Ces deux raisons-là sont les plus importantes. Il y en a une troisième, mais je la mets en troisième parce qu'elle est franchement moins importante. C'est les difficultés de l'école publique, objectivement. Okay? On est injuste avec l'école publique. Je vais conclure là-dessus. On est injuste avec l'école publique. On lui fait des procès constants. J'allais dire presque depuis 40 ans. On ne lui fait pas confiance. Et c'est vrai qu'elle a des difficultés, mais il faut les mettre en perspective. C'est l'école publique. Les grandes innovations en éducation depuis 50 ans, c'est quoi? Au-delà de la gratuité puis de l'accès. Sur le plan des innovations sociales, c'est l'éducation des garçons et des filles. OK? Ça a l'air de rien aujourd'hui, là. Mais c'est pas le privé qui a été le premier à accueillir garçons et filles dans les mêmes établissements. Il le fait depuis une dizaine d'années pour des raisons démographiques. Mais c'est le public qui, depuis 50 ans, a fait en sorte que garçons et filles aient la même scolarité primaire, secondaire. C'est mine de rien, mais c'est une grosse innovation. Okay. C'est le public qui accueille les immigrants, les enfants issus de l'immigration depuis toujours. La première génération, en tout cas. Une partie de la deuxième génération, les données indiquent qu'une partie des enfants issus de l'immigration de la deuxième génération, ils sont au privé aussi, si les parents ont réussi à se trouver une situation sociale et économique positive. Mais c'est le public qui a développé l'éducation interculturelle, la francisation, la lutte au racisme. C'est pas le privé qui a développé ces innovations-là. Là. Okay. Mais ça crée des remous, malgré tout. Hein? Ça crée des remous. Alors, l'éducation garçon-fille, l'éducation interculturelle, l'éducation des enfants en situation de pauvreté. C'est pas le réseau privé qui a développé des programmes d'éducation en milieu défavorisé. Avec des résultats inégaux, on le constate, il n'y a personne, aucun système éducatif ne réussit parfaitement bien à contrer la pauvreté. Mais c'est la CECM puis la CSDM qui, depuis 50 ans, investit massivement énergie, talent, recherche pour mettre en place des politiques de discrimination positive. Les indices de défavorisation, c'est pas le privé qui a fait ça, là. C'est le public. Bon, c'est ma troisième. La quatrième,
Les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, leur intégration à l'école, c'est l'école publique qui les a intégrés. Quand ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, les classes spéciales, les écoles spécialisées, c'est à Montréal, dans les commissions scolaires publiques, c'est la CECM qui a fait ça, qui a développé de la recherche, une réelle expertise. À bien des égards, Montréal est le moteur de bien des politiques éducatives au Québec, là. Les politiques de milieux défavorisés, les politiques concernant l'éducation interculturelle, puis les politiques concernant l'adaptation scolaire. Québec a bougé parce que Montréal était au front et a développé des pratiques, a mis en place des bureaux. Il y a eu, si j'avais le temps et l'énergie, j'aimerais ça faire l'histoire de ce que j'appelle des entrepreneurs institutionnels. Des gens qui, dans le réseau public, à la CSDM notamment, mais ailleurs aussi, ont fait en sorte que ces organisations-là ont pu vraiment innover. Le Bureau des relations interculturelles à CSDM, il faudra en faire l'histoire. Parce que c'est par là que ça a passé. Même chose pour les HDAA. Bref, on fait tout plein de procès à l'école publique. On monte en épingle un certain nombre de difficultés qu'elle a eues. Mais c'est normal qu'elle ait eu des difficultés, parce que les quatre choses dont je viens de parler, c'est pas simple à gérer. Et puis, on est en apprentissage. Hein? Les données ne sont pas si probantes pour nous dire comment intégrer tous les élèves issus de l'immigration ou comment gérer les élèves qui ont telle difficulté d'apprentissage, etc., etc. On est, comme tous les systèmes éducatifs, un peu en apprentissage par rapport à ça. Mais j'en ai un peu contre le discours des entrepreneurs socio-éducatifs qui nous disent qu'on ne peut rien faire au public. C'est pas vrai, historiquement. C'est pas vrai. Les grosses innovations, je ne parle pas d'une innovation de caractère didactique ou pédagogique immédiate, là. Les grosses innovations qui ont eu des conséquences structurelles importantes sur le destin scolaire de générations d'élèves, c'est le public qui les a faites. Bon. Moi, je pense qu'il faut parler de l'enseignement privé. Il faut certainement en parler. Comme comment dirais-je? Je respecte le droit de mettre en place des institutions scolaires différentes pour des raisons de valeur. OK? Si la communauté musulmane ou la communauté juive hassidique ou la communauté catholique veut des écoles confessionnelles, so be it. OK? Mais qu'elle le soit vraiment. Okay? Et on ne me fera pas croire que le réseau privé francophone est assis sur un rationnel religieux. Écoutez, là. Bon. Même s'il arrive parfois que lorsqu'on menace le secteur privé, cet argument-là monte au créneau avec cet argument-là. Mais je pense que ça ne tient pas la route. Notre réseau privé est semi-public. Parce qu'il est subventionné à hauteur de, on chicane sur les chiffres, là, 50, 60, 70, 75, mais il est subventionné de manière significative. Je crois qu'il faut réfléchir. La Commission des États généraux en 95-96 disait il faut tranquillement, pas vite, intégrer le réseau privé au réseau public. Ça peut se faire de manière graduelle. On peut y aller soit en offrant l'intégration, soit en diminuant graduellement la subvention. Des études faites par des collègues de Sherbrooke indiquent que si on diminuait la subvention de 15-20 %, donc qui forcerait d'augmenter les frais de scolarité de 1 000 ou 2 000 $, quelque chose comme ça, là. Ça aurait un effet de rapatriement au public d'un nombre significatif d'élèves qui ferait une différence au public. Je n'ai pas vraiment eu le temps de parler de ça, là, mais un enjeu derrière ça, là, c'est pas seulement le brassage des milieux socio-économiques pour que nous soyons tolérants les uns par rapport aux autres dans notre belle diversité socio-culturelle, c'est pas juste ça. Il y a un lien entre la mixité des capacités dans un groupe et puis la qualité des apprentissages. Il y a une abondante recherche qui montre que des groupes homogènes de niveau, là, OK? est parfait pour ceux qui sont
au top. OK? Mais pour ceux qui sont faibles, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Okay? En partie parce qu'ils se voient assez rapidement stigmatisés comme étant dans le groupe 3e C, la classe des poches. OK? Puis parce que ça prend des super profs avec ce monde-là, puis les super profs, ça ne court pas les rues. Okay? Des fois, les profs baissent les bras. Je n'avais visité un, moi, dans une école de milieux défavorisés. Le nombre de vidéos que ces enfants-là voyaient, là, ça en était un peu choquant. Et il avait baissé les bras. Je ne peux rien faire. Bon. L'homogénéité fonctionne pour les doués ou pour ceux qui sont au-dessus de la moyenne, mais pour ceux qui sont en bas de la moyenne et qui auraient besoin d'une intervention, d'un supplément, si vous voulez, éducatif, ça ne fonctionne pas. Et qu'on se comprenne bien, là, la qualité des apprentissages, ce n'est pas seulement la qualité du prof, c'est aussi la qualité des autres enfants avec qui j'interagis, avec qui je travaille, qui représentent des modèles ou des contre-modèles, peu importe, là, mais avec qui j'interagis. OK? La recherche indique clairement que l'homogénéité a cet effet-là. L'hétérogénéité a un effet positif sur les élèves en bas de la moyenne, à certaines conditions, bien sûr, comme n'importe quoi. Mais c'est une relation asymétrique, c'est-à-dire que ça n'a pas d'effet négatif sur les bons. Les bons restent bons. Ceux qui performent restent performants, même dans une classe hétérogène. Okay? Donc, il y a un fondement de recherche qui nous indique que de séparer les groupes, de faire des groupes par niveau, comme c'est en train de se passer avec les programmes particuliers, puis avec la division privée-publique, parce que c'est ça que ça fait, ça n'aide pas les élèves en bas de la moyenne à s'en tirer honorablement. Et même, ça complique le travail des enseignants. Ça complique le travail des enseignants. C'est important de rappeler ça, et même, j'allais dire, d'éduquer les parents, parce que les parents sont convaincus que s'il y a trop d'élèves en bas de la moyenne dans le groupe de mon enfant, ça va le tirer vers le bas, c'est des mauvais exemples, il performera moins bien, il va prendre des mauvais plis. Bon, vous connaissez ce discours-là, vous l'entendez, peut-être même vous l'avez déjà pensé à un moment donné. Bon. Mais scientifiquement, c'est pas vrai. En tout cas, d'après ce qu'on a constaté, c'est pas vrai. L'hétérogénéité, c'est pas seulement sur le plan du vivre ensemble, mais c'est aussi sur le plan de la qualité des apprentissages, pour tout le monde. Bon. Et à ce niveau-là, je crois qu'il est important, en guillemets, d'éduquer les parents. Les parents de classe moyenne qui valorisent beaucoup, c'est curieux, mais ce que je raconte ne suppose pas qu'on ne valorise pas l'éducation. Les stratégies de quasi-marché, la concurrence, etc., ne veut pas dire qu'on ne valorise pas l'éducation. Les parents qui magasinent, ils valorisent l'éducation pour leur enfant. Ils veulent ce qu'il y a de mieux. Mais on est en train de perdre de vue quelque chose qui est très important pour des gens comme moi, comme des sociologues. L'école est là pour fabriquer du social. Pas pour permettre aux plus méritants de s'en tirer mieux que les autres, pas pour faire le classement le plus rapidement possible. Puis il faut faire attention, là, le classement, si ça continue comme ça, il va se faire à la fin du primaire, là. Suivant que votre enfant va dans un programme d'éducation internationale ou bien si ça va dans une classe ordinaire, au public. On a dénoncé pendant des décennies l'Allemagne parce qu'elle faisait ça, à la fin du primaire. J'exagère un peu, là. On n'en est pas encore là. Mais c'est un peu cette logique-là. Mais je voulais insister là-dessus. Là. Il va falloir, une des choses à faire, à part de discuter sérieusement d'une réduction du financement de l'enseignement privé pour que revienne au public une portion de la clientèle, sans que le public nécessairement abandonne ces projets particuliers, mais qu'il ne les fasse pas sélectifs. Il me semble que c'est contradictoire avec la mission d'une école publique. OK? Qu'il y ait de la sélection au post-secondaire, j'ai aucun problème avec ça. Okay? Mais au primaire, secondaire, on est dans une formation de base la plus commune possible à tout le monde. Les systèmes les plus équitables sont les systèmes à tronc commun le plus long possible. Okay? Bon, on n'a pas abandonné le tronc commun, mais on peut dire qu'à l'intérieur du tronc commun, il y a des parcours qui sont assez différenciés au Québec. Bon, alors,
Financement, éducation des parents, et puis j'en avais une troisième. Je crois qu'il faut se mobiliser. Il y a des choses qui se passent. Il y a au moins 2 mouvements qui sont apparus. C'est encore un peu marginal, mais c'est quand même intéressant. Le mouvement L'école ensemble, le mouvement L'école debout. Il y a des gens qui commencent à dire, écoutez, notre école publique, là, c'est plus ce qu'on pensait. L'image de nous-mêmes comme étant les plus sociodémocrates du Canada et de l'Amérique du Nord, un instant, là, ça commence à s'estomper considérablement. Il faut regarder ça. Et puis, il faut sauver, d'une certaine manière, l'école publique au nom de l'égalité des chances. Se mobiliser, c'est pas une mauvaise chose. Surtout dans un contexte comme celui que nous connaissons, où ce que j'appelle la logique entrepreneuriale est au pouvoir. Merci.